Lorsque je suis entré dans la salle d'audience, ma mère a levé les yeux au ciel avec dégoût et mon père a baissé la tête. Soudain, le juge s'est figé, s'est penché en avant et a murmuré « Attendez. Est-ce vraiment elle ?» La salle entière est devenue silencieuse. Il n'avait aucune idée de qui j'étais jusqu'à ce que « Ne nous fais pas honte », siffla ma mère alors que nous franchissions les portes du palais de justice. « Tais-toi et laisse les vrais avocats s'en occuper. » Je ne répondis pas. Je continuais simplement de marcher, le claquement de mes talons sur le sol en marbre résonnant avec une assurance que j'avais mis des années à construire. Mon père ne me regardait même pas, ses yeux fixés sur un point lointain, comme si j'étais une tâche qu'il ne pouvait supporter de reconnaître. Rien de nouveau sous le soleil. Je m'appelle Anne. J'ai 31 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la déception de la famille, la déscolarisée, l'échec, celle dont on prétendait qu'elle n'existait pas lorsque les proches posaient des questions sur leurs enfants. Nous étions au palais de justice de Paris parce que mes parents tentaient d'expulser leur locataire, une femme nommée Claire, qui avait eu l'audace de demander des réparations avant de payer le loyer d'un immeuble qui tombait en ruine. Mes parents possédaient 3 biens locatifs, tous hérités de mon grand-père, et ils les géraient comme des seigneurs féodaux percevant des impôts. Claire vivait dans l'un de leurs appartements depuis 2 ans, payant toujours à temps jusqu'à ce que le plafond commence à fuir et que de la moisissure noire apparaisse dans la chambre de sa fille. Elle avait suspendu le paiement du loyer et demandé que les réparations soient effectuées en premier. Mes parents avaient réagi en engageant une procédure d'expulsion. Elle a signé un contrat, avait fulminé ma mère au téléphone 2 semaines plus tôt. Elle n'a pas le droit d'arrêter de payer simplement parce qu'elle est difficile à propos d'un peu d'humidité. Un peu d'humidité. C'est ainsi qu'elle appelait la moisissure noire. J'avais entendu parler de l'affaire par ma sœur cadette, Mélissa, qui vivait toujours chez eux bien qu'elle ait 28 ans. Elle l'avait mentionné nonchalamment lors d'un de nos rares appels, ignorant que j'avais passé les 7 dernières années à me battre pour terminer mes études à la faculté de droit, cumulant 3 emplois, dormant dans ma voiture plus de fois que je ne pouvais les compter, et réussissant enfin l'examen du barreau. J'avais tout fait seul, sans un seul euro ni un mot d'encouragement de leur part. Ils ne savaient même pas que j'étais allé à l'université, et encore moins que j'étais devenue avocate. Le jour où j'avais quitté leur maison à 19 ans, mon père avait jeté mes affaires sur la pelouse. « Tu n'es rien », avait-il crié. « Tu n'arriveras jamais à rien sans nous. » Ma mère se tenait sur le seuil, les bras croisés. « Ne reviens pas en rampant quand tu auras échoué. » Je n'étais pas revenu. Même lorsque je dormais dans ma voiture derrière un supermarché, survivant grâce au grignotage de distributeurs automatiques, je n'étais pas retourné. Même lorsque j'étais si épuisé par les quarts de nuit que je pouvais à peine rester éveillé en cours, je ne leur avais pas demandé d'aide. J'aurais préféré ne rien manger que de ravaler ma fierté et de mendier auprès de gens qui m'avaient clairement fait comprendre que je ne valais rien. Maintenant, alors que nous nous dirigions vers la salle d'audience, je regardais ma mère lisser son chemisier coûteux et ajuster le collier de perles autour de son cou. Elle s'était toujours plus souciée des apparences que de toute autre chose. Mon père marchait à ses côtés dans son costume sur mesure, l'image même de la respectabilité. Ils avaient dit à tout le monde dans leur cercle privé qu'ils n'avaient qu'une seule fille, Mélissa, qui travaillait comme réceptionniste au cabinet de leur dentiste et les laissait encore contrôler chaque aspect de sa vie. « Je ne sais même pas pourquoi tu es venu », marmonna ma mère alors que nous approchions des portes de la salle d'audience. « Ça ne te concerne pas », je souris, mais ne dis rien. Laisse-les penser que j'étais juste là pour regarder. Laisse-les penser que j'étais toujours la fille brisée qu'ils avaient jetée. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était chargé de tension. Claire était assise à la table de la défense, les mains jointes fermement sur ses genoux. C'était une petite femme d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe qui avait connu des jours meilleurs. Ses yeux étaient cerclés de rouge, et je pouvais voir l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'un appartement. Il s'agissait de garder un toit au-dessus de la tête de sa fille. Mes parents prirent place du côté du demandeur et ma mère me fit signe de m'asseoir dans la galerie derrière eux. Je passai devant elle sans accuser réception de l'ordre et me dirigeai directement vers la table de Claire. Je sentais les yeux de ma mère me brûler le dos, je pouvais presque entendre son esprit s'emballer pour comprendre ce que je faisais. « Excusez-moi », dis-je doucement à Claire. « Je suis votre avocate. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. J'allais me représenter moi-même. » Considérez cela comme du pro bono, dis-je en posant ma mallette. « J'ai examiné votre dossier,
et vous avez parfaitement le droit de suspendre le paiement du loyer jusqu'à ce que ces réparations soient effectuées. Vos propriétaires ont violé l'obligation de délivrance d'un logement décent. Derrière moi, j'entendis l'inspiration brusque de ma mère. La voix de mon père suivit, basse et furieuse. « Mais qu'est-ce que tu fiches, bon sang ?» Je me tournai pour leur faire face et, pour la première fois en 12 ans, je regardai mes parents droit dans les yeux. Je fais mon travail. Le visage de ma mère était passé de pâle à rouge. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu n'es pas avocate. En fait, si. Je sortis ma carte d'avocat et la brandis. J'ai réussi l'examen du barreau il y a 2 ans. Je travaille dans un cabinet en centre-ville, principalement sur des dossiers de droit des locataires. C'est exactement mon domaine d'expertise. Mon père se leva, les poings serrés. C'est ridicule. Tu as abandonné l'IUT. Tu es une clocharde que nous avons mise à la porte parce que tu étais une bonne à rien. J'ai été sans abri pendant un certain temps. Oui, dis-je calmement. Grâce à vous. Mais j'ai travaillé pour payer mes études. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, puis celui de la faculté de droit. J'ai tout fait sans un seul centime de votre part. La juge entra avant que mon père ne puisse répondre, et tout le monde se précipita à sa place. La juge Patricia Hulin avait la soixantaine, des cheveux gris acier et un air pragmatique qui rendait nerveux même les avocats expérimentés. Elle balaya la salle du regard, ses yeux se posant sur moi avec une lueur de reconnaissance. « Maître, approchez, dit-elle. » Je m'avançai vers le banc et l'avocat de mes parents, un homme nommé Gérard qui facturait 500 € de l'heure, me rejoignit. La juge Hulin nous regarda tour à tour, puis les papiers devant elle. « Je vois que nous avons maintenant une représentante pour la défenderesse, dit-elle. »« Maître Anne Dubois, Madame la juge, dis-je. Je représente Claire Martin dans cette affaire. » Les sourcils de la juge Hulin se haussèrent légèrement. « Anne Dubois. Je pensais bien que ce nom me disait quelque chose. N'avez-vous pas plaidé dans l'affaire des appartements de la Rive l'année dernière? » Si, Madame la juge. Vous avez gagné cette affaire, si je me souviens bien. Les locataires ont obtenu tout ce qu'ils demandaient. Réparation, remboursement des loyers et dommages-intérêts. C'est exact, Madame la juge. Elle regarda mes parents, puis de nouveau moi, et quelque chose changea dans son expression. Ça promet d'être intéressant. Poursuivons. En retournant à ma table, je surpris l'expression de ma mère. Une horreur pure mêlée d'incrédulité. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Mélissa, assise derrière eux, avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Je m'assis à côté de Claire, qui me regardait comme si je venais de marcher sur l'eau. « Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment vous remercier. Dites simplement la vérité quand on vous posera des questions, dis-je. C'est tout ce que vous avez à faire. » Gérard se leva le premier, présentant le cas de mes parents. Il dépeignit Claire comme une locataire difficile qui cherchait des excuses pour ne pas payer son loyer, qui faisait des montagnes d'une taupinière concernant des problèmes d'entretien mineur. Il montra des photos de l'appartement prises des années auparavant lors de la première location, impeccable et propre. Les demandeurs ont toujours entretenu leur propriété selon les normes les plus élevées, dit Gérard avec aisance. Ce sont des propriétaires responsables qui veulent simplement ce qui leur est dû, le loyer convenu dans un contrat juridiquement contraignant. Quand ce fut mon tour, je me levai et me dirigeai vers la table d'épreuve. J'avais passé les 2 dernières semaines à rassembler tout ce dont j'avais besoin, des photos du plafond qui fuyait, de la moisissure noire, des fenêtres cassées qui ne fermaient pas correctement, des dossiers médicaux montrant que la fille de Claire avait développé des problèmes respiratoires, des demandes d'entretien ignorées pendant des mois, un rapport d'un inspecteur municipal qui condamnait certaines parties du bâtiment comme insalubres. « Madame la juge, dis-je, en exposant les preuves une par une. La défenderesse n'a pas suspendu son loyer par dépit ou par convenance. Elle l'a suspendu parce que l'appartement pour lequel elle payait était devenu un danger pour sa santé. Le droit français est clair. Les propriétaires doivent maintenir les biens dans un état propre à l'habitation. Lorsqu'ils ne le font pas, les locataires ont le droit légal de suspendre le loyer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. J'ai guidé la juge à travers chaque violation, chaque demande ignorée, chaque promesse non tenue. Mes parents avaient perçu des loyers pendant des mois tout en sachant que le bâtiment tombait en ruine. Ils avaient menacé Claire quand elle s'était plainte, lui disant qu'elle pouvait partir si ça ne lui plaisait pas, sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas se permettre de rompre son bail et de déménager ailleurs.
Il ne s'agit pas d'une locataire difficile, dis-je. Il s'agit de propriétaires qui ne voyaient leur locataire que comme une source de revenus, qui se souciaient plus de collecter de l'argent que d'assurer la sécurité des personnes vivant dans leurs immeubles. La juge Hulin écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions pointues. Quand je lui montrai les dossiers médicaux de la fille de Claire, je vis sa mâchoire se crisper. « Maître, dit-elle à Gérard, vos clients étaient-ils au courant de la moisissure ?» Gérard remua ses papiers. Ils étaient au courant de certains problèmes d'humidité, mais... Étaient-ils au courant de la moisissure, répéta-t-elle. Oui, madame la juge, mais ils contestent que c'était aussi grave que la locataire le prétend. Le rapport de l'inspecteur municipal dit le contraire. La juge Hulin regarda mes parents et son expression était empreinte d'un dégoût à peine dissimulé. En fait, il indique que l'ensemble du logement aurait dû être évacué il y a des mois. Ma mère ouvrit la bouche pour parler, mais mon père lui attrapa le bras, l'arrêtant. La juge Hulin se tourna de nouveau vers moi. Continuez, maître. Je présentai le reste de mes preuves, construisant le dossier brique par brique. Au moment où j'eus terminé, il ne faisait aucun doute dans l'esprit de quiconque que mes parents avaient été, au mieux, des propriétaires négligents et, au pire, coupables de négligence criminelle. Ils avaient mis en danger la santé d'un enfant pour percevoir 1 200 € par mois. Madame la juge, dis-je en conclusion, ma cliente ne demande pas grand-chose. Elle demande ce à quoi elle a légalement droit, un endroit sûr pour vivre. Elle demande que les réparations soient effectuées, que les conditions qui l'ont forcée à suspendre son loyer soient corrigées. Et elle demande le remboursement des frais médicaux que sa fille a encourus en conséquence directe de la vie dans un environnement dangereux. Je m'assis et Claire se pencha pour me serrer la main. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement, pas de désespoir. La juge Hulin regarda mes parents pendant un long moment. « Je vais être honnête avec vous, dit-elle. J'ai vu beaucoup de litiges entre propriétaires et locataires au cours de mes années de service, mais celui-ci est l'un des cas les plus flagrants que j'ai rencontrés. » Le visage de ma mère était passé du rouge au blanc. Mon père avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. « Je me prononce en faveur de la défenderesse, » continua la juge Hulin. Non seulement l'expulsion sera rejetée, mais les demandeurs seront tenus d'effectuer toutes les réparations nécessaires dans les 30 jours. De plus, ils rembourseront à la défenderesse 3 mois de loyer et tous les frais médicaux liés aux problèmes respiratoires de sa fille. Et pour que les choses soient claires, si ces réparations ne sont pas achevées conformément aux normes dans le délai imparti, je transmettrai personnellement ce dossier à la ville pour une action ultérieure. Elle frappa de son marteau et ce fut terminé. Claire s'effondra en sanglots, me remerciant encore et encore. Je l'aidai à rassembler ses affaires, la faisant sortir de la salle d'audience alors qu'elle s'accrochait à mon bras comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Derrière nous, j'entendais mes parents se disputer avec Gérard à voix basse et furieuse. À l'extérieur de la salle d'audience, Claire me serra fort dans ses bras. « Vous nous avez sauvés, dit-elle. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. Vous n'avez pas à le faire, dis-je. Prenez juste soin de votre fille. » Elle partit, toujours en pleurant, et je restai là un moment, laissant le poids de ce qui venait de se passer s'installer. 12 ans. 12 ans à m'entendre dire que je ne valais rien, à être traité comme si je n'existais pas, à me battre chaque jour pour prouver que j'étais plus que ce qu'ils disaient. Et maintenant, en un après-midi, je leur avais prouvé le contraire de la manière la plus publique possible. Je rassemblais mes affaires quand j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai pour trouver ma mère debout, le visage déformé par la rage. « Comment oses-tu » cracha-t-elle. « Comment oses-tu nous humilier comme ça ?»« J'ai fait mon travail, dis-je calmement. »« Ton travail ? Tu appelles ça détruire ta propre famille, ton travail ? » ?»« Vous n'êtes pas ma famille, dis-je. » Les mots sortirent plats, sans émotion. « Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez mise à la porte sans rien. » Mon père apparut à ses côtés, le visage violet de colère. « Petite ingrate. Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte ici, le coupai-je. Vous avez mis la santé d'un enfant en danger parce que vous étiez trop radin pour réparer un toit qui fuyait. Vous avez de la chance que la juge Hulin ne vous ait pas déféré pour des poursuites pénales. Nous t'avons élevé, dit ma mère, la voix brisée. Nous t'avons tout donné. » Je ris, un son amer qui résonna dans le couloir vide. Vous ne m'avez rien donné. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. Et vous savez quoi ? Je suis contente que vous m'ayez mise à la porte, parce que ça m'a appris exactement qui vous êtes.
Des gens qui se soucient plus de l'argent et des apparences que de faire ce qui est juste. Je passais devant eux, la tête haute, les laissant planter là dans leurs vêtements coûteux avec leur fierté brisée. Mais même en m'éloignant, je savais que ce n'était pas fini. Parce que ma mère ne laissait jamais rien passer. Et mon père non plus. Je retournais à mon bureau dans un état second, rejouant toute la scène dans ma tête. Le regard de la Jujulin quand elle m'avait reconnu. L'horreur dans les yeux de mes parents quand ils avaient réalisé que je n'étais pas l'échec qu'ils s'étaient persuadés que j'étais. La gratitude dans la voix de Claire quand elle m'avait remercié. Tout semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Le cabinet pour lequel je travaillais, cabinet Kerviel et Associés, était situé dans un entrepôt rénové du centre-ville. Ce n'était pas luxueux. Murs en briques apparentes, meubles de seconde main, tasses à café dépareillées dans la salle de pause, mais c'était chez moi. L'associé principal, Diane Kerviel, m'avait donné ma première vraie chance après que j'ai réussi l'examen du barreau. Elle avait vu quelque chose en moi pendant l'entretien. Quelque chose qui l'avait rendue prête à prendre un risque avec une femme sans relation et avec un CV qui incluait « a vécu dans sa voiture » comme expérience d'année sabbatique. Je travaillais là depuis 2 ans, prenant en charge des cas que les plus grands cabinets ne toucheraient pas, droits des locataires, accidents du travail, demande d'invalidité, le genre de droit qui ne rendait personne riche, mais qui aidait les gens qui en avaient désespérément besoin. Diane disait toujours que notre métier était de rééquilibrer les règles du jeu. Et je la croyais. Ce travail m'avait donné un but, m'avait montré que tout ce que j'avais enduré en valait la peine si je pouvais l'utiliser pour aider les autres. Quand j'entrais dans le bureau, Diane attendait dans la salle de conférence. Elle me fit signe de m'approcher et je pouvais dire à son expression qu'elle avait entendu parler de la victoire au tribunal. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles juridiques. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui », dit-elle alors que je m'asseyais. Claire m'a appelé juste après l'audience. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre, mais elle voulait que je sache ce que tu avais fait pour elle. J'ai juste présenté les faits, dis-je. Non. Diane secoua la tête. Tu lui as donné de l'espoir. Tu lui as montré que le système pouvait fonctionner. Que les gens comme elle n'ont pas à accepter d'être piétinés. Ce n'est pas rien, Anne. Je sentis ma gorge se serrer. Merci. Mais nous devons parler d'autre chose. L'expression de Diane devint sérieuse. Tes parents, ils ne vont pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Non, admis-je, ils ne le feront pas, penses-tu qu'ils vont riposter? Je sais qu'ils le feront. Je pensais au regard dans les yeux de ma mère, à la rage et à l'humiliation. Ils essaieront de me discréditer, de ruiner ma réputation. Ils ont de l'argent et des relations. Ils utiliseront les deux. Diane resta silencieuse un moment. Nous nous en occuperons le moment venu. Mais Anne, tu dois être préparée. Les gens comme tes parents, quand ils se sentent acculés, peuvent être dangereux. Pas physiquement, nécessairement, mais ils s'attaqueront à tout ce que tu as construit. Je sais, dis-je, mais je ne pouvais pas rester là et les regarder faire du mal aux gens. Plus maintenant. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce que tu as fait aujourd'hui a demandé du courage. Après le départ de Diane, je restais seul dans la salle de conférence, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Paris. Le soleil se couchait, peignant tout dans des tons d'orange et d'or. C'était magnifique, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'une tempête approchait. Mon téléphone vibra avec un SMS de Mélissa. Maman et papa sont furieux. Ils parlent de te poursuivre en justice. S'il te plaît, sois prudente. Je ne répondis pas. Qui avait-il à dire? Bien sûr, ils étaient furieux. Bien sûr, ils voulaient se venger. C'est ce qu'ils étaient. Des gens qui ne supportaient pas d'être défiés, qui préféreraient détruire quelqu'un plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Mais j'avais affronté pire que leur colère. J'avais survécu au sans-abrisme, à la pauvreté et à des années de leur abus émotionnel. Quoi qu'ils me jettent maintenant, je pouvais le gérer. C'est du moins ce que je me disais. Alors que je rangeais mes affaires pour partir, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Anne Dubois, demanda une voix d'homme. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Henri Blanchard. J'étais l'avocat de votre grand-père. Je dois vous parler de quelque chose d'urgent. Quelque chose que vos parents ne savent pas, mon cœur se mit à battre la chamade.
Qu'est-ce que c'est? Pas au téléphone. Pouvez-vous me rencontrer demain matin? 9 heures, à mon bureau. Oui, j'y serai. Il me donna l'adresse et raccrocha. Je restais là, tenant mon téléphone, mon esprit tourbillonnant. Que pouvait bien vouloir l'avocat de mon grand-père après toutes ces années? Mon grand-père était mort il y a 12 ans. Sa succession réglée et distribuée. Qu'est-ce qui pouvait bien être urgent maintenant? J'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. Et quelque chose me disait que ça allait tout changer. Le bureau d'Henri Blanchard se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, du genre avec des sols en marbre et des luminaires en laiton qui étaient là depuis les années 1920. J'arrivais à 9 heures précises, l'estomac noué par l'anticipation. La réceptionniste me conduisit à un bureau d'angle où Henri était assis derrière un énorme bureau en chêne entouré de classeurs et de livres de droit reliés en cuir. Il avait la septantaine, des cheveux blancs et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il se leva quand j'entrai, me tendant la main. « Anne, merci d'être venue si rapidement. »« Vous avez dit que c'était urgent », répondis-je en lui serrant la main. « De quoi s'agit-il » Il me fit signe de m'asseoir et sortit un épais dossier de son tiroir. « J'ai été l'avocat de votre grand-père pendant 40 ans. Quand il est mort, j'ai géré sa succession selon ses volontés. Mais il y avait une disposition dans son testament qui était restée scellée. Une disposition qui ne pouvait être ouverte que sous des conditions spécifiques. » Mon pouce accéléra. « Quel genre de disposition ? Votre grand-père vous aimait beaucoup, Anne. Il voyait comment vos parents vous traitaient, et cela lui brisait le cœur, alors il a pris des dispositions pour vous protéger. » Henri ouvrit le dossier et fit glisser un document sur le bureau. « Il a établi un fonds en fiducie à votre nom. 50 000 € à débloquer lorsque vous auriez 30 ans ou lorsque vous obtiendriez un diplôme professionnel. Le premier des deux prévalent. » Je fixai le document, incapable de parler. 50 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu, plus que je n'avais jamais imaginé en avoir. Vous avez réussi l'examen du barreau il y a 2 ans, continua Henri. Cela remplissait les conditions. L'argent est resté dans le fonds, accumulant des intérêts. Il vaut maintenant près de 60 000 €. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Ma voix sortit comme un murmure. Les instructions de votre grand-père étaient explicites. Le fonds devait rester complètement confidentiel jusqu'à ce que vous remplissiez les conditions. Il ne voulait pas que vos parents le sachent. Il ne voulait pas qu'ils interfèrent ou essaient de le réclamer pour eux-mêmes. Il les connaissait trop bien. Je pensais à mon grand-père, cet homme calme qui avait toujours eu un mot gentil pour moi quand mes parents n'en avaient pas. Il avait été le seul à croire que je pouvais être quelque chose de plus que ce que mes parents disaient de moi. Il y a autre chose, dit Henri en sortant une enveloppe. Votre grand-père vous a écrit une lettre. Il m'a demandé de vous la donner le moment venu. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier couverte de l'écriture soignée de mon grand-père. Chère Anne, si tu lis ceci, c'est que tu as fait ce que j'ai toujours su que tu pouvais faire. Tu as fait quelque chose de ta vie malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir. Je suis fier de toi. Même si je ne serai pas là pour te le dire en personne. Je sais que tes parents t'ont rendu la vie difficile. Je les ai vus favoriser ta sœur. Je les ai vus te rabaisser chaque fois que tu essayais de t'élever. Cela me brisait le cœur, mais je ne pouvais pas les changer. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de te donner une base sur laquelle construire. Cet argent n'est pas une solution à tous tes problèmes, mais c'est un début. Utilise-le à bon escient. Construis la vie que tu mérites. Et souviens-toi, tu vaux plus qu'ils ne le comprendront jamais. Il y a une autre chose que je dois te dire. J'avais l'intention de changer complètement mon testament, de te laisser la moitié de tout, la moitié des propriétés, la moitié de mes économies. Tu le méritais plus qu'eux. Mais je n'ai pas eu le temps. Sois prudente, Anne. Tes parents ne sont pas de bonnes personnes. Ils se soucient plus de l'argent que de toute autre chose, même de la famille. Ne les laisse pas te détruire. Tu es plus forte qu'eux. Je t'aime, papy. Des larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais la lettre. Mon grand-père avait voulu me donner plus. Il avait prévu de changer son testament pour s'assurer que je sois vraiment prise en charge, mais il était mort avant de pouvoir le faire. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit Henri doucement. La semaine avant la mort de votre grand-père, votre mère est venue me voir.
Elle posait des questions sur son testament, sur s'il avait fait des changements récents. Je ne lui ai rien dit, bien sûr. Secret professionnel. Mais elle était très insistante, très préoccupée par la succession. Un frisson me parcourut l'échine. Vous pensez qu'elle savait qu'il prévoyait de changer le testament? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais le timing était suspect. Votre grand-père était en parfaite santé une semaine, et la semaine suivante, il était mort. Insuffisance cardiaque, ont-ils dit. Mais il venait de passer un examen physique, et son médecin lui avait dit qu'il avait le cœur d'un homme de 20 ans son cadet. Qu'est-ce que vous insinuez? Henri se pencha en arrière dans son fauteuil, choisissant ses mots avec soin. Je dis que lorsque quelqu'un risque de perdre un héritage important, il peut faire des choses qu'il ne ferait pas autrement. Je dis que la mort de votre grand-père était très opportune pour vos parents. Et je dis que si vous regardez de près les circonstances, vous pourriez trouver des questions qui n'ont jamais été correctement répondues. Mon esprit était en ébullition. Suggérait-il ce que je pensais qu'il suggérait? Que mes parents avaient quelque chose à voir avec la mort de mon grand-père? Je n'ai aucune preuve, continua Henri. Juste les soupçons d'un vieil avocat. Mais je pensais que vous devriez savoir, surtout maintenant que vous les avez affrontés au tribunal. Ils vous ont montré de quoi ils sont capables lorsque leur argent est menacé. Imaginez ce qu'ils pourraient faire si les enjeux étaient encore plus élevés. Je quittai le bureau d'Henri dans un état second, serrant le dossier avec les documents du fonds et la lettre de mon grand-père. 60 000 €. C'était assez pour rembourser les prêts étudiants que je continuais de payer petit à petit. Assez pour avoir un vrai fonds d'urgence. Assez pour enfin respirer. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les mots d'Henri. La mort de votre grand-père était très opportune pour vos parents. Je me rendis à la bibliothèque publique et passai les 3 heures suivantes à fouiller dans les archives des vieux journaux. Je trouvai la nécrologie de mon grand-père, brève et respectueuse, décédé paisiblement à la maison, entouré de sa famille. Mais il y avait un autre article, plus petit, d'une semaine plus tard, une lettre à la rédaction du médecin de longue date de mon grand-père, le docteur Romain Hébert, exprimant son choc face à la mort soudaine d'un patient qu'il venait d'examiner et de déclarer en bonne santé. Je trouvai les coordonnées du docteur Hébert et appelai son cabinet. Il avait pris sa retraite il y a 5 ans, mais la réceptionniste me donna son numéro personnel. Quand j'appelai, il répondit à la 3e sonnerie. Docteur Hébert, je m'appelle Anne Dubois. J'appelle au sujet de mon grand-père, Jacques Dubois. Vous étiez son médecin. Il y eut une pause. Jacques Dubois. Oui, je me souviens de lui. Un homme bon. Sa mort a été un tel choc. Puis-je vous demander quelque chose? Vous avez écrit une lettre au journal disant que vous étiez surpris par sa mort. Pourquoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Demandez-vous cela en tant que sa petite-fille ou à un autre titre? Je suis avocate et j'ai des raisons de croire qu'il pourrait y avoir eu quelque chose de suspect dans sa mort. Retrouvez-moi au parc Monceau dans 1 heure, dit le docteur Hébert. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Le docteur Hébert était assis sur un banc près de l'étang quand j'arrivai, donnant des miettes de pain au canard. Il avait maintenant plus de 80 ans, les épaules voûtées et les mains tachées de vieillesse, mais ses yeux étaient vifs et alertes. Merci de me rencontrer, dis-je en m'asseyant à côté de lui. Il ne me regarda pas, continua simplement de jeter des miettes de pain. Je porte cette culpabilité depuis 12 ans. Il est peut-être temps de la laisser partir. Quelle culpabilité? Votre grand-père est venu me voir 2 jours avant sa mort. Il était préoccupé par certains symptômes qu'il avait. Nausées, vertiges, fourmillements dans les extrémités. J'ai fait des tests, mais les résultats ne devaient pas arriver avant 1 semaine. Je lui ai dit que ce n'était probablement rien, peut-être un virus. Je l'ai renvoyé chez lui. Quels étaient les résultats des tests? Il montrait des niveaux élevés de digoxine dans son sang. La digoxine est un médicament pour le cœur, mais votre grand-père ne prenait aucun médicament pour le cœur. Les niveaux étaient suffisamment élevés pour provoquer une arythmie, une insuffisance cardiaque, suffisamment élevée pour tuer quelqu'un. Mon souffle se coupa. Vous dites qu'il a été empoisonné? Je dis que quelqu'un lui a donné de la digoxine, probablement dans sa nourriture ou sa boisson sur plusieurs jours. Au moment où les résultats des tests sont revenus, il était déjà mort. Je suis allé à la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour ouvrir une enquête. Le médecin légiste a conclu à des causes naturelles, une insuffisance cardiaque.
Ils ont dit que la digoxine dans son système aurait pu être un faux positif ou un résidu d'un autre médicament. Sans une autopsie montrant un empoisonnement clair, ils ne poursuivraient pas. Pourquoi n'avez-vous pas insisté davantage? Le docteur Hébert me regarda enfin, et je vis la honte dans ses yeux. Votre père est venu me voir. Il a dit que la famille voulait se souvenir de Jacques paisiblement, sans le traumatisme d'une enquête. Il a dit que cela détruirait votre grand-mère de penser que quelqu'un lui avait fait du mal. Et il m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, pour laisser tomber, pour accepter la décision du médecin légiste et passer à autre chose. Vous avez pris l'argent. À ma honte éternelle, oui. J'étais à 3 ans de la retraite et on venait de diagnostiquer un cancer à ma femme. Nous avions besoin de l'argent pour son traitement. Alors, je me suis dit que ce n'était probablement rien, que je voyais des complots là où il n'y en avait pas. Je les ai laissés enterrer votre grand-père sans réponse. Je me sentis mal. Mon père avait soudoyé le docteur Hébert pour qu'il garde le silence sur des preuves d'empoisonnement, ce qui signifiait qu'il savait exactement ce qui avait tué mon grand-père, ce qui signifiait qu'il l'avait fait lui-même ou aidé à le couvrir. Docteur Hébert, seriez-vous prêt à témoigner de cela? À le mettre dans une déclaration sous serment? Il hocha lentement la tête. Oui. Je suis vieux maintenant et ma femme est décédée il y a 5 ans. Je n'ai plus besoin de leur argent du sang et je ne veux pas mourir en portant ce secret. Si vous vous en prenez à eux, je vous aiderai. J'ai fait enregistrer et notarier la déclaration du docteur Hébert cet après-midi-là. Puis je suis allé directement au bureau du procureur de la République. La procureure, une femme brillante nommée Catherine Morin, écouta tout ce que j'avais à dire. Elle regarda les documents, lut la déclaration du docteur Hébert et se pencha en arrière dans son fauteuil. C'est sérieux, dit-elle. Si ce que vous dites est vrai, nous parlons de meurtre. Mais cela fait 12 ans. Les preuves matérielles auront disparu depuis longtemps. Nous aurions besoin de plus que des niveaux élevés de digoxine et les soupçons d'un médecin. Et le mobile, demandai-je. Mon grand-père était sur le point de changer son testament. Mes parents risquaient de perdre des millions s'ils le faisaient. Henri Blanchard, son avocat, peut témoigner que ma mère posait des questions sur le testament juste avant sa mort. C'est circonstanciel. Il nous faut quelque chose de concret. Des relevés bancaires montrant qu'ils avaient des problèmes financiers. La preuve qu'ils ont acheté de la digoxine. Des témoins qui les ont vus l'administrer. Quelque chose. Je quittai le bureau de la procureure, frustré. J'avais assez pour éveiller les soupçons, mais pas assez pour prouver quoi que ce soit. Mes parents avaient bien couvert leurs traces. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'étais plus jeune, avant que tout ne s'effondre, ma mère tenait des registres méticuleux de tout. Elle avait des dossiers pour chaque reçu, chaque facture, chaque transaction. Elle était obsédée par la documentation, par le fait d'avoir une preuve de tout. Et si elle était aussi obsessionnelle il y a 12 ans? J'appelai Mélissa. Nous ne nous étions pas parlé depuis le tribunal et je n'étais pas sûr qu'elle répondrait, mais elle le fit à la 4e sonnerie. Anne, dit-elle doucement. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je ne peux pas, maman et papa sont furieux à propos de l'affaire. Ils m'ont interdit de te parler. Mélissa, je crois qu'ils ont tué papy. Silence à l'autre bout du fil. Puis, quoi? Je lui racontai tout. Le fonds en fiducie, les soupçons d'Henri, la déclaration du docteur Hébert sur l'empoisonnement à la digoxine. Je lui parlais des projets de mon grand-père de changer son testament, de la visite suspecte de ma mère au bureau d'Henri, du pot de vin au docteur Hébert. C'est impossible, dit Mélissa. Mais sa voix vacillait. Ils ne feraient pas ça. Ils ne pourraient pas, ils ont mis la santé d'un enfant en danger pour économiser de l'argent sur des réparations, dis-je. Ils m'ont mise à la rue quand j'avais 19 ans. Ils m'ont attaqué pour détresse émotionnelle quand je leur ai tenu tête. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils sont au-dessus du meurtre? Mais papy, c'était leur père. Il valait aussi 2 millions d'euros, et ils étaient sur le point d'en perdre la moitié. Mélissa resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, de quoi as-tu besoin? Maman garde des archives, n'est-ce pas? Documents financiers, reçus, tout. A-t-elle encore des dossiers d'il y a 12 ans? Oui, elle garde tout dans le débarras au sous-sol. Tout est organisé par année. J'ai besoin que tu cherches tout ce qui date des mois précédant la mort de papy. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, reçus de pharmacie,
tout ce qui pourrait montrer qu'ils avaient des problèmes financiers ou qu'ils ont acheté de la digoxine. Anne, je ne peux pas fouiller dans leur dossier privé. Si, tu le peux. Parce que si j'ai raison, ils ont assassiné notre grand-père pour de l'argent, et ils ont passé les 12 dernières années à vivre de cet argent du sang tout en laissant tout le monde croire qu'il est mort naturellement. Tu ne veux pas savoir la vérité? Un autre long silence. Puis, je vais regarder. Mais Anne, si je trouve quelque chose, si c'est réel. Qu'est-ce qui leur arrivera? Ils iront en prison, dis-je simplement. Pour le reste de leur vie. Et qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Je n'avais pas de réponse à ça. Parce que si mes parents allaient en prison pour meurtre, Mélissa serait laissée seule. L'enfant chéri, la favorite, celle qu'ils avaient passé leur vie à protéger et à gâter. Elle n'aurait rien. Pas de famille, pas de soutien, plus aucune illusion sur qui étaient vraiment ses parents. Je suis désolé, dis-je finalement. Mais la vérité est plus importante que le confort. Je t'appellerai demain, dit Mélissa, et elle raccrocha. Je restais assise dans ma voiture devant le bureau du procureur, fixant mon téléphone. Je venais de demander à ma sœur de trahir nos parents pour m'aider à les envoyer en prison. Une partie de moi se sentait coupable, mais une plus grande partie ne ressentait qu'une froide détermination. Parce que s'ils avaient vraiment tué mon grand-père, ils méritaient tout ce qui leur arriverait. Les 24 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Je ne pouvais pas dormir, pas me concentrer sur mon travail. J'imaginais sans cesse ce que Mélissa pourrait trouver. Je jouais des scénarios dans ma tête. Et s'il y avait une preuve? Et s'il n'y en avait pas? Et si Mélissa changeait d'avis et disait à nos parents ce que je faisais? Mais le soir suivant, Mélissa appela. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. Anne, j'ai trouvé quelque chose de terrible. Nous nous sommes rencontrés dans un café en périphérie de la ville, loin de tout endroit où nos parents pourraient nous voir. Mélissa avait une mine affreuse, pâle et les yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Elle s'assit en face de moi et fit glisser un dossier sur la table avec des mains tremblantes. J'ai tout examiné, dit-elle. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, tout. Et j'ai trouvé ça. J'ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des relevés de cartes de crédit des 3 mois précédant la mort de mon grand-père. Il y avait des achats dans des pharmacies, des entreprises de fournitures médicales, des détaillants en ligne. Mélissa avait surligné plusieurs entrées en jaune. Celle-ci, dit-elle en pointant une dépense d'une pharmacie en ligne, c'est pour des graines de digital pourpre. C'est la digitale. Elle contient naturellement de la digoxine. On peut l'extraire si on sait comment faire. Mon cœur battait la chamade. Ils avaient acheté le poison. Ce n'est pas tout. Elle sortit d'autres papiers. Regarde ces relevés bancaires. 2 mois avant la mort de papy, leur compte courant était à découvert de 30 000 €. Ils avaient atteint le plafond de 3 cartes de crédit. Ils croulaient sous les dettes. Je fixais les chiffres. Mes parents étaient presque en faillite. Ils avaient fait de mauvais investissements, trop dépensé et s'étaient retrouvés dans un gouffre financier. Et puis, commodément, mon grand-père était mort. Et ils avaient tout hérité. Il y a plus, dit Mélissa doucement. Elle sortit un petit carnet. J'ai trouvé ça caché dans le tiroir du bureau de maman. C'est son écriture. J'ouvris le carnet. Les premières pages étaient ordinaires. Liste de courses, rappel de rendez-vous, rien d'inhabituel. Mais ensuite, je trouvai une page datée de 3 semaines avant la mort de mon grand-père. Gilles dit qu'il change le testament. Donne la moitié à Anne. On ne peut pas laisser faire ça. On perdra tout. Il faut agir vite. Mes mains tremblaient en tournant la page. Recherche montre digoxine difficile à détecter. Composé naturel. Pourrait ressembler à une insuffisance cardiaque. J'y prends du thé tous les matins. Facile à ajouter au thé. Les entrées suivantes étaient des calculs de dosage. Des notes de recherche sur la quantité de digoxine nécessaire pour provoquer une insuffisance cardiaque sans être immédiatement évidente. La dernière entrée était datée du lendemain de la mort de mon grand-père. C'est fait. Médecin dit insuffisance cardiaque. Personne ne se doute de rien. On est en sécurité. Les propriétés sont à nous. Je levai les yeux vers Mélissa et elle pleurait silencieusement. Des larmes coulaient sur son visage. Elle l'a tué,
murmura Mélissa. Maman a tué papy. Elle l'a planifié. Elle a fait des recherches. Elle l'a fait. Et papa devait être au courant. Il a aidé à couvrir le tout. Je photographiais soigneusement chaque page avec mon téléphone, puis regardais Mélissa. Es-tu prête à témoigner de l'endroit où tu as trouvé ça, à confirmer que c'est l'écriture de ta mère? Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je dois le faire. Je ne peux plus les protéger. Pas après ça. Papy était bon avec nous. Il nous aimait. Et ils l'ont tué pour de l'argent. Mélissa, une fois que nous aurons porté ça à la police, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils seront arrêtés. Ils iront en procès. Tout sera révélé. Je sais. Sa voix était faible mais ferme. Mais c'est la bonne chose à faire. Tu me l'as appris au tribunal quand tu as défendu Claire. Tu m'as montré ce que signifie faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Même quand ça te coûte quelque chose. Je tendis la main sur la table et lui serrai la sienne. Merci. Je sais que ce n'est pas facile. Rien de tout cela n'est facile, dit-elle. Mais papy mérite la justice, et tu méritais mieux que ce qu'ils t'ont fait. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Nous sommes allés ensemble au commissariat. Catherine Morin, la procureure, fut appelée, même si c'était après les heures de bureau. Nous avons tout exposé. Le fonds en fiducie, la déclaration du docteur Hébert, les dossiers financiers, le carnet. L'expression de Catherine s'assombrit à chaque nouvelle preuve. C'est suffisant, dit-elle finalement. Nous pouvons obtenir un mandat. Nous les arrêterons ce soir. Ce soir? La voix de Mélissa se brisa. Plus nous attendons, plus ils ont de chances de détruire des preuves ou de fuir. S'ils réalisent ce qui se passe, ils pourraient s'enfuir. Nous devons agir vite. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Catherine, regardant sur un moniteur des policiers arriver à la maison de mes parents. Mélissa était assise à côté de moi, me serrant la main si fort que ça faisait mal. Nous avons vu notre mère ouvrir la porte dans sa robe de chambre coûteuse, vu son visage passer de la confusion à l'horreur alors que les policiers lui lisaient ses droits. Nous avons vu notre père essayer de s'en sortir en bravant, le voir être menotté et conduit à une voiture de patrouille. C'est réel, murmura Mélissa. Ça arrive vraiment. Je me sentais engourdi. Toutes ces années à m'entendre dire que je ne valais rien, à être jeté comme un déchet. Tout cela venait de personnes capables de meurtre. Des gens qui avaient tué un vieil homme bon parce qu'ils voulaient s'assurer que j'étais prise en charge. La comparution fut fixée pour le lendemain matin. Catherine avait suffisamment de preuves pour des accusations de meurtre avec préméditation, de falsification de preuves et de fraude. La caution fut fixée à 2 millions d'euros, exactement le montant qu'ils avaient reçu de l'assurance vie de mon grand-père. Ils ne pouvaient pas la payer. Ils avaient déjà dépensé la plupart de l'argent, et leurs actifs étaient gelés en attendant l'enquête. Mes parents attendraient leur procès en prison. La nouvelle se répandit rapidement. En 24 heures, toutes les chaînes locales couvraient l'histoire. Des propriétaires éminents arrêtés pour meurtre. Une femme découvre que ses parents ont tué son grand-père. Une affaire de meurtre vieille de 12 ans rouverte. Mon visage était partout, tout comme celui de Mélissa. La presse me dépeignait comme la fille héroïque qui avait découvert la vérité et mes parents comme des monstres qui s'en étaient littéralement sortis avec un meurtre pendant plus d'une décennie. Le cabinet où je travaillais fut inondé d'appels. Certains provenaient d'anciens locataires de mes parents voulant partager leurs propres histoires d'abus et de négligence. D'autres venaient d'avocats offrant leur soutien. Quelques-uns venaient de médias voulant des interviews. Mais un appel se démarqua. Il arriva 3 jours après l'arrestation de mes parents, d'un avocat représentant Claire, la locataire que j'avais défendue au tribunal. « Anne, vous devez savoir quelque chose, dit l'avocat. Après l'arrestation de vos parents, 3 autres locataires se sont manifestés. Ils avaient tous des histoires similaires. Conditions dangereuses, menaces, intimidation. Mais l'un d'eux, un homme nommé Thomas, a dit que votre père l'avait menacé l'année dernière. Lui a dit que s'il ne retirait pas ses plaintes concernant une chaudière cassée, il finirait comme votre grand-père. Thomas pensait que c'était juste une façon de parler. Mais maintenant. Point maintenant, ça ressemble à un aveu, terminez-je. Exactement. Thomas est prêt à témoigner. Cela pourrait renforcer encore plus le dossier de l'accusation.
Je remerciai l'avocat et raccrochai. Mon père avait pratiquement avoué le meurtre, avait utilisé la mort de mon grand-père comme une menace. L'arrogance de la chose, la certitude absolue qu'il s'en était sorti et ne serait jamais pris, ça me rendait malade. Ce soir-là, Mélissa et moi nous sommes retrouvés dans mon appartement. Elle avait déménagé de la maison de nos parents, séjournant chez une amie en attendant de savoir quoi faire. Elle avait l'air perdue et brisée, mais il y avait autre chose dans ses yeux aussi. Une sorte de clarté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués, dit-elle. Ou que je n'ai peut-être pas voulu voir. La façon dont il parlait de papy après sa mort, comme s'ils étaient soulagés plus que tristes. La façon dont ils ont dépensé de l'argent si librement juste après que l'héritage soit arrivé. Comment ils m'ont toujours découragé de poser des questions sur sa mort. Tu étais jeune, dis-je. Et c'étaient tes parents. Tu leur faisais confiance. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû remettre les choses en question. J'aurais dû te défendre quand ils t'ont mise à la porte. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Elle me regarda avec des larmes dans les yeux. Peux-tu me pardonner? Il n'y a rien à pardonner, dis-je. Tu étais prise dans leur toile aussi, juste d'une manière différente. Ils t'ont manipulé, t'ont utilisé. Mais tu t'es libéré. C'est ce qui compte. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous attendons le procès. Nous témoignons. Nous nous assurons qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. Et après ça? J'y pensais. Après le procès, après que justice soit faite, que resterait-il? Mélissa et moi nous aurions l'une l'autre, mais nous n'aurions jamais une famille comme les autres. Nous n'aurions jamais des parents en qui nous pourrions avoir confiance. Des vacances sans fantômes. Un passé que nous pourrions regarder sans sourciller. Mais peut-être que ce n'était pas grave. Peut-être que nous pourrions construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. Peut-être que nous pourrions être la famille que nous n'avions jamais eue. Après ça, dis-je, nous trouverons comment avancer, ensemble. Mélissa sourit, un sourire fragile mais sincère. Ensemble, répéta-t-elle. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, le soleil se couchait sur Paris. Demain apporterait plus de gros titres, plus de questions, plus de douleurs à gérer. Mais ce soir, assise avec ma sœur, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais l'impression que, peut-être, finalement, les choses allaient s'arranger. Le procès commença 6 mois plus tard dans une salle d'audience bondée de journalistes, d'anciens locataires et de curieux. J'étais assise au premier rang avec Mélissa. Toutes deux vêtues de tailleurs sombres et conservateurs. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis avec leur avocat, un homme à l'air désespéré nommé Franck, qui avait pris leur cas parce que personne d'autre ne le voulait. Ma mère ne ressemblait en rien à la femme élégante qui était entrée au palais de justice 6 mois plus tôt. Ses cheveux étaient devenus gris, ses vêtements coûteux remplacés par une combinaison orange. Elle avait vieilli de 10 ans en prison. Mon père était assis affalé à côté d'elle, vaincu avant même que le procès ne commence. La juge Hulin présidait, la même juge qui avait statué en faveur de Claire. Quand elle me vit, elle fit un léger signe de tête en guise de reconnaissance. Je lui rendis son signe de tête. Le dossier de l'accusation était dévastateur. Catherine Morin exposa les preuves une par une, construisant un récit indéniable de cupidité, de préméditation et de meurtre. Elle présenta les dossiers financiers montrant la situation désespérée de mes parents. Elle montra le carnet avec l'écriture de ma mère, ses recherches sur la digoxine, son calcul froid des dosages et des méthodes. Le docteur Hébert témoigna des niveaux élevés de digoxine, du pot de vin de mon père pour le faire taire. Sa voix tremblait en admettant sa complicité, en s'excusant d'être resté silencieux si longtemps. Plusieurs jurés essuyèrent leurs larmes pendant qu'il parlait. Henri Blanchard, l'avocat de mon grand-père, témoigna de la visite suspecte de ma mère, de ses questions concernant le testament. Il expliqua comment mon grand-père avait prévu de tout changer pour me donner la moitié de sa succession, pour s'assurer que je sois protégé. Il lut à voix haute les dernières volontés de mon grand-père, et ma gorge se serra en entendant à nouveau ces mots. Thomas, l'ancien locataire, prit la barre et raconta la menace de mon père. Il a dit que si je ne la fermais pas à propos de la chaudière, je finirais comme son beau-père. Je pensais qu'il faisait juste du cinéma. Maintenant, je sais qu'il avouait. Quand ce fut au tour de Mélissa de témoigner,
Elle se dirigea vers la barre la tête haute. Elle regarda directement nos parents en jurant de dire la vérité. « Veuillez décrire ce que vous avez trouvé dans le bureau de votre mère, » dit Catherine. La voix de Mélissa était stable. J'ai trouvé un carnet avec son écriture. Il détaillait des plans pour empoisonner mon grand-père avec de la digoxine extraite de graines de digital. Il comprenait des calculs de dosage et des notes sur la façon de l'administrer sans détection. La dernière entrée déclarait que c'était fait, qu'il était mort comme prévu et qu'ils étaient en sécurité. L'avocat de ma mère tenta de s'opposer, de prétendre que le carnet aurait pu être placé là ou falsifié, mais des experts en graphologie avaient déjà confirmé que c'était l'écriture de ma mère. Il n'y avait aucune contestation possible. « Pourquoi avez-vous présenté cette preuve ?» demanda Catherine. Mélissa me regarda, puis de nouveau le jury. « Parce que mon grand-père était un homme bon qui nous aimait. Il ne méritait pas de mourir pour de l'argent. Et ma sœur ne méritait pas d'être jetée comme un déchet parce que nos parents étaient avides. La vérité est plus importante que de protéger des gens qui ne méritent pas de protection. » Ma mère se mit alors à pleurer, des sanglots bruyants et théâtraux. Mais personne dans cette salle d'audience n'avait de sympathie pour elle. Les visages des jurés étaient de pierre. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me dirigeai vers la barre en me sentant étrangement calme. Je m'étais préparé pour ce moment pendant des mois. Mais maintenant qu'il était là, je me sentais détaché, comme si je me regardais de loin. Catherine me demanda de décrire ma relation avec mes parents, et je dis la vérité. Toute la vérité. Le favoritisme, les abus, le jour où ils m'ont mise à la porte, les années de sans-abrisme et de lutte, la façon dont ils avaient essayé de détruire ma carrière quand j'avais osé leur tenir tête. « Pourquoi pensez-vous qu'ils vous traitaient de cette façon ?» demanda Catherine. « Parce que je représentais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, dis-je. Parce que mon grand-père m'aimait, et il ne pouvait pas le supporter. Parce que s'ils reconnaissaient ma valeur, ils devraient affronter leur propre cruauté. Il était plus facile de prétendre que je ne valais rien que d'admettre qu'ils avaient échoué en tant que parents. » L'avocat de ma mère me contre-interrogea, essayant de me peindre comme vindicative, comme quelqu'un qui avait une dent contre eux. « N'est-il pas vrai que vous détestez vos parents depuis des années ? Que vous voulez vous venger depuis qu'ils vous ont mis à la porte ? » Je ne les détestais pas, dis-je. J'étais blessé. Il y a une différence. Et je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la justice pour leurs locataires, pour mon grand-père, pour toutes les personnes qu'ils avaient blessées. Si cela a entraîné des conséquences pour eux, c'est à cause de leur choix, pas des miens. Mais vous en bénéficiez, n'est-ce pas? S'ils sont condamnés, vous héritez de tout. Je ne veux pas de leur argent, dis-je, et je le pensais. Je n'en ai jamais voulu. J'ai construit ma propre vie sans eux. L'héritage peut aller à leurs victimes, les locataires qu'ils ont abusés, les gens qu'ils ont blessés. Je veux juste qu'ils soient tenus responsables. L'accusation termina sa plaidoirie et Franck tenta de monter une défense. Il appela des témoins de moralité qui témoignèrent que mes parents étaient des citoyens respectables, de généreux donateurs à des œuvres de charité, des piliers de la communauté. Mais tout cela sonnait creux face à la montagne de preuves. Quand ma mère prit la barre pour sa propre défense, elle affirma que le carnet n'était que de la fiction macabre, qu'elle écrivait un roman policier et que c'était des notes pour l'histoire. Personne ne l'a cru. Le procès dura 3 semaines. Quand vinrent les plaidoiries finales, Catherine se tint devant le jury et dit simplement « Ils ont assassiné un homme bon de sang-froid pour de l'argent. Ils l'ont empoisonné lentement, l'ont regardé souffrir, et n'ont ressenti aucun remords. Ils ont passé 12 ans à vivre de l'argent du sang pendant que sa petite fille dormait dans sa voiture. La justice exige un verdict de culpabilité. » Le jury délibéra pendant 4 heures. Quand il revint, le président du jury se leva. « Sur le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, comment déclarez-vous l'accusé ? » « Coupable. » Ma mère s'effondra en gémissant. Mon père resta immobile, fixant le vide. « Sur le chef d'accusation de falsification de preuves, comment déclarez-vous l'accusé ? » « Coupable. » « Sur le chef d'accusation de fraude ? » « Coupable. » La juge Hulin fixa le prononcé de la sentence 2 semaines plus tard. Alors que les huissiers emmenaient mes parents, ma mère se tourna et me regarda. Il y avait de la haine dans ses yeux, pure et sans mélange. Je la regardai en retour et ne ressentis rien. Le jour du prononcé de la sentence arriva, froid et gris, assorti à l'ambiance sombre de la salle d'audience. La juge Hulin regarda mes parents avec une expression de profonde déception.
Je suis sur ce banc depuis 27 ans, dit-elle. J'ai vu toutes sortes de crimes, toutes sortes de criminels, mais ce que vous avez fait se distingue par sa cruauté pure. Vous avez assassiné votre propre père, le grand-père de vos enfants, pour de l'argent. Vous avez calculé le dosage, administré le poison et l'avez regardé mourir. Et puis vous avez passé 12 ans à vivre confortablement de sa succession pendant que votre fille, celle qu'il voulait protéger, luttait pour survivre. Ma mère essaya de parler, mais la Jujulin leva la main. Vous aviez tous les avantages, l'argent, l'éducation, les opportunités, et vous avez tout utilisé pour faire du mal aux gens. Vos locataires vivaient dans la misère pendant que vous perceviez les loyers. Votre fille a été mise à la porte pour se débrouiller seule. Et votre père, un homme bon de la vie de tous, a été assassiné dans sa propre maison. La loi m'oblige à vous condamner, mais je peux vous dire qu'aucune peine ne sera jamais suffisante pour ce que vous avez fait. Elle regarda les papiers devant elle. Sur le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, je vous condamne chacun à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur les chefs d'accusation de falsification de preuves et de fraude, je vous condamne chacun à 15 années supplémentaires à exécuter consécutivement. Vous passerez le reste de votre vie derrière les barreaux, et c'est bien moins que ce que vous méritez. Le marteau tomba avec finalité. Ma mère hurla, un son d'angoisse pure qui résonna dans la salle d'audience. Mon père resta silencieux, des larmes coulant sur son visage. Alors qu'on les emmenait, ma mère se tourna vers moi une dernière fois. « J'espère que tu es satisfaite, cracha-t-elle. Tu as détruit cette famille. » « Non, dis-je clairement, me levant pour qu'elle puisse m'entendre. Vous avez détruit cette famille quand vous avez choisi l'argent plutôt que les gens. Quand vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. J'ai juste fait en sorte que tout le monde connaisse la vérité. » Elle fut traînée, toujours en hurlant, et la salle d'audience éclata de bruit. Les journalistes criaient des questions. Les anciens locataires applaudissaient. Mélissa attrapa ma main et la serra fort. À l'extérieur du palais de justice, Catherine Morin tint une conférence de presse. Aujourd'hui, justice a été rendue pour Jacques Dubois et pour toutes les victimes de la cupidité d'Hélène et Robert Dubois. Cette affaire démontre que personne n'est au-dessus de la loi, que la richesse et le statut ne peuvent pas vous protéger lorsque vous commettez des crimes. Je tiens à saluer tout particulièrement le courage d'Anne Dubois et de Mélissa Dubois pour s'être manifestés, pour avoir choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale. Les journalistes se tournèrent vers moi, brandissant des microphones devant mon visage. Que ressentez-vous en voyant vos parents condamnés à la perpétuité? Soulagée, dis-je honnêtement. Pas heureuse, pas triomphante. Juste soulagée qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. Accepterez-vous l'héritage? Non. Tout ce qu'ils ont ira à un fonds pour leurs anciens locataires, les personnes qu'ils ont réellement blessées et exploitées. C'est ce que mon grand-père aurait voulu. Quelle est la suite pour vous? J'y réfléchis. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Aider les gens qui ont besoin d'une représentation juridique mais ne peuvent pas se le permettre. M'assurer que les propriétaires sont tenus responsables. Essayer de faire en sorte que le système fonctionne pour les gens qui sont habituellement piétinés par lui. Ce soir-là, Mélissa et moi sommes allés sur la tombe de mon grand-père. Nous n'y étions pas allés ensemble depuis les funérailles il y a 12 ans. La pierre tombale était simple. Jacques Dubois, père et grand-père bien-aimés. 1940 à 2013. On les a eus, papy, dit doucement Mélissa, s'agenouillant près de la pierre. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Je m'agenouillai à côté d'elle. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je suis désolé que tu n'aies pas pu me voir devenir avocate. Que tu n'aies pas pu me voir leur prouver qu'ils avaient tort. Mais j'espère que tu sais que je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit. Que je valais plus que ce qu'ils disaient. Tu avais raison. Nous sommes restés là un moment en silence, le vent froid bruissant dans les arbres nus. Finalement, Mélissa parla. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Nous sommes orphelines, en quelque sorte. Pas de parents, pas de famille à part nous deux. Nous construisons quelque chose de nouveau, dis-je. Quelque chose de mieux. Nous devenons la famille que nous n'avons jamais eue. Ça me plairait. Elle sourit. Un vrai sourire cette fois. Tu sais, j'ai pensé à retourner à l'école, peut-être devenir assistante juridique, travailler avec toi au cabinet. Diane adorerait ça. On est toujours en sous-effectif. C'est étrange, dit Mélissa.
J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce qu'ils voulaient, la fille parfaite, l'obéissante, et tout ça pour rien. Ils ne m'aimaient pas vraiment. Ils aimaient juste que je sois facile à contrôler. Ils étaient incapables d'un amour véritable, dis-je. C'était leur échec, pas le tien et pas le mien. Nous méritions de meilleurs parents. Papy le savait. Nous avons laissé des fleurs sur la tombe. Des violettes, ses préférées. En retournant à la voiture, je sentis quelque chose changer en moi. La colère qui m'avait animé si longtemps, le besoin de justification, le désir ardent de faire mes preuves, tout cela s'estompait. Pas complètement disparu, mais plus silencieux maintenant. Gérable. Anne, dit Mélissa alors que nous partions, merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battue, de m'avoir montré à quoi ressemble le courage. Tu as montré du courage aussi, dis-je. Présenter cette preuve, témoigner contre eux, ça a demandé une force que je ne suis pas sûr que j'aurais eu à ta place. Nous avons toutes les deux été fortes, dit-elle, juste de manière différente. Mais nous sommes plus fortes ensemble. Je souris. Oui, nous le sommes. Le chemin à parcourir était long, mais pour la première fois de ma vie, je ne l'affrontais pas seul. Et cela faisait toute la différence. 3 mois après le prononcé de la sentence, je me tenais dans la salle de conférence du cabinet Kerviel et Associés, regardant les visages de 23 anciens locataires des propriétés de mes parents. Ils étaient tous venus à mon invitation pour en savoir plus sur le fonds de restitution qui avait été créé. Le tribunal a ordonné la liquidation de tous les biens appartenant à Hélène et Robert Dubois, expliquai-je. Les 3 propriétés locatives ont été vendues. Les biens personnels, les investissements, tout. Après les frais de justice et les dépenses, il reste environ 1,8 million d'euros. Cet argent sera réparti entre toutes les victimes vérifiées, les locataires qui ont souffert de conditions de vie dangereuses, les personnes qui ont payé des factures médicales à cause de leur négligence, toute personne qui a été lésée par leurs actions. Claire, la femme dont l'affaire avait tout déclenché, leva la main. Combien chaque personne recevra-t-elle? Cela dépend de la gravité du préjudice et de la documentation des dommages, mais nous estimons entre 30 000 et 70 000 euros par personne. Certains recevront plus s'ils peuvent prouver des frais médicaux importants ou des problèmes de santé persistants. Un homme au fond se leva. Cet argent devrait vous revenir. C'est vous qui les avez fait tomber. Vous avez tout sacrifié pour obtenir justice. Je secouai la tête. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait parce que c'était juste. Cet argent appartient aux personnes qu'ils ont blessées. J'ai le fonds en fiducie de mon grand-père. C'est plus que suffisant. La réunion se poursuivit pendant une autre heure, avec des gens partageant leurs histoires, pleurant, se serrant dans les bras. C'étaient des personnes qui avaient été victimes et réduites au silence, qui pensaient que personne ne se souciait de leur souffrance. Maintenant, elles étaient entendues, indemnisées, justifiées. Après que tout le monde soit parti, Diane entra dans la salle de conférence. C'était une bonne chose que tu as faite. Beaucoup d'avocats auraient pris une part substantielle en honoraires. Je ne suis pas intéressé à profiter des crimes de mes parents, dis-je. De plus, j'ai assez. Le fonds en fiducie a remboursé mes prêts et m'a donné un coussin de sécurité. Je n'ai pas besoin de plus. En parlant de ça, dit Diane, j'ai une proposition à te faire. Je vieillis, je pense à la retraite dans quelques années. J'aimerais que tu envisages de devenir associé, et éventuellement de reprendre complètement le cabinet. Je la fixais. Vous êtes sérieuse? Complètement. Tu es la meilleure avocate que j'ai jamais formée. Tu te soucies des clients. Tu te bats comme une lionne. Et tu comprends ce que c'est que d'être impuissant. Ce cabinet a besoin de quelqu'un comme ça à sa tête. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Diane sourit. Pense Y. Nous pourrons discuter des détails plus tard. Ce soir-là, j'ai retrouvé Mélissa pour dîner dans un restaurant tranquille du centre-ville. Elle avait commencé les cours à l'université, préparant un diplôme d'assistante juridique. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis des années, avec des couleurs sur les joues et de la lumière dans les yeux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. Surréaliste, admis-je. J'ai distribué près de 2 millions d'euros aux victimes de nos parents, et Diane m'a proposé de devenir associé du cabinet. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. C'est incroyable. Tu vas accepter? Je pense que oui.
Ça semble juste, tu sais, comme si tout ce que j'ai traversé menait à ça. Papy serait fier, dit-elle doucement. Tu es devenue exactement celle qu'il savait que tu pouvais être. Nous avons commandé notre repas et parlé de choses normales, de ses cours, de mes dossiers, de la question de savoir si nous devrions adopter un chat pour mon appartement. C'était étrange et merveilleux d'avoir une conversation normale avec ma sœur, d'avoir une relation non empoisonnée par la manipulation de nos parents. Je les ai vus la semaine dernière, dit soudainement Mélissa. À la prison. Je posai ma fourchette. Pourquoi as-tu fait ça? J'avais besoin de tourner la page, je suppose. J'avais besoin de les voir une dernière fois. Elle prit une inspiration tremblante. Maman a essayé de me culpabiliser. A dit que j'avais trahi la famille. Papa a juste pleuré et dit qu'il était désolé. Mais aucun d'eux n'a vraiment assumé ses responsabilités. Même maintenant, même après tout, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont eu tort. Certaines personnes ne le font jamais, dis-je. Ils sont trop brisés, trop. Ce qu'ils sont. Mais ce n'est plus ton fardeau à porter. Je sais. Elle sourit. Je n'y retournerai pas. C'était un adieu pour de bon cette fois. Nous avons fini de dîner et avons marché dans le centre de Paris, passant devant l'ancien palais de justice où tout cela avait commencé. J'ai pensé à ce jour, il y a plus de 6 mois, où j'étais entré dans cette salle d'audience sans rien attendre, pour finalement tout changer. J'ai pensé au dégoût de ma mère, au mépris de mon père, à la surprise de la juge lorsqu'elle m'a reconnu. J'ai pensé au chemin que j'avais parcouru depuis la jeune femme de 19 ans dormant dans sa voiture, depuis la fille à qui l'on avait dit qu'elle n'arriverait jamais à rien. Est-ce que tu souhaites parfois que les choses aient été différentes, demanda Mélissa. Que nous ayons eu des parents normaux, une enfance normale? Parfois, admis-je. Mais ensuite, je pense à la personne que je suis devenue à cause de ce que j'ai vécu. L'empathie que j'ai pour les gens en difficulté, la volonté de me battre pour la justice, la compréhension que les problèmes systémiques blessent de vraies personnes. Aurais-je cela si j'avais grandi dans le confort et le privilège? Je ne sais pas donc, tu dis que tu es reconnaissante pour le traumatisme? Mélissa haussa un sourcil. Je ris. Non, je dis que je suis reconnaissante pour la personne que je suis devenue malgré cela. Il y a une différence. Nous nous sommes arrêtés dans un café, le même où Mélissa m'avait montré pour la première fois les preuves du meurtre de notre grand-père. Tant de choses avaient changé depuis ce jour. Tant de choses avaient été révélées, détruites, reconstruites. J'ai quelque chose pour toi, dit Mélissa en sortant une enveloppe de son sac. Je garde ça depuis un moment. C'est une autre lettre de papy. Henri Blanchard me l'a donnée après le procès. Il a dit que papy voulait que tu l'aies quand tout serait réglé. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Chère Anne, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert la vérité sur ma mort. Je soupçonnais que tes parents pourraient tenter quelque chose. J'ai vu la façon dont ils regardaient ma succession, les calculs dans leurs yeux. C'est pourquoi je me suis assuré de laisser des preuves, de te donner des outils pour trouver la justice s'il m'arrivait quelque chose. Je suis si fier de toi. Pas seulement pour tes accomplissements, mais pour ton caractère. Tu as une force qu'ils ne comprendront jamais, une boussole morale qui leur fait entièrement défaut. Utilise-la bien. Aide les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Sois la personne que j'ai toujours su que tu étais. Et souviens-toi, la meilleure vengeance est de bien vivre. De construire une vie qu'ils disaient que tu ne pourrais pas avoir. De devenir quelqu'un qu'ils disaient que tu ne pourrais jamais être. Tu as déjà gagné, Anne. Le reste, c'est juste s'assurer qu'ils subissent les conséquences. Tu es aimée. Tu as de la valeur. Tu es suffisante. Toujours. Papy. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je finissais de lire. Mélissa tendit la main sur la table et serra la mienne. Il savait, murmurai-je. Il savait ce qu'il pourrait faire. Et il a quand même essayé de me protéger, même après la mort. Il t'aimait, dit Mélissa. Il t'aimait vraiment, comme des parents devraient le faire. Je pliai soigneusement la lettre et la mis dans ma poche, juste sur mon cœur. Je vais continuer à me battre, dis-je. Pour des gens comme Claire, comme tous ces locataires, comme tous ceux qui sont piétinés par des gens avec du pouvoir et de l'argent. C'est comme ça que je l'honorerai. Et je t'aiderai, dit Mélissa. Une fois que j'aurai mon diplôme, je serai là avec toi. Nous serons une équipe.
Je souris à travers mes larmes. Une équipe. J'aime ça. Mes parents ont passé leurs années restantes dans des prisons séparées, leur héritage étant celui de la cupidité, du meurtre et de la cruauté. Ma mère est morte d'un AVC 4 ans après le début de sa peine, amère et impénitente jusqu'à la fin. Mon père a vécu plus longtemps, passant ses journées dans la bibliothèque de la prison, essayant soi-disant de comprendre où il avait mal agi. Mais selon Mélissa, qui lui a rendu visite une fois avant sa mort, il ne l'a jamais vraiment compris. Il est mort en croyant qu'il avait été malchanceux, qu'il s'était fait prendre plutôt que d'avoir mal agi. Certaines personnes, j'ai appris, sont incapables de remords sincères. Les locataires qu'ils avaient victimisés ont utilisé leur dédommagement pour reconstruire leur vie. Claire a envoyé sa fille à l'université. Thomas a finalement obtenu le traitement médical dont il avait besoin, et 3 familles ont pu acheter leur première maison. Leur souffrance n'avait pas été effacée, mais au moins elle avait été reconnue et compensée. Quant à moi, je suis devenu associé au cabinet Kerviel et associé et j'ai finalement pris la relève lorsque Diane a pris sa retraite. Mélissa a travaillé à mes côtés, une assistante juridique brillante qui comprenait nos clients parce qu'elle s'était sentie impuissante elle-même. Ensemble, nous avons construit quelque chose de bien sur les cendres de notre famille brisée. Je ne me suis jamais marié, n'ai jamais eu d'enfant. Ma famille, c'était les gens que j'aidais, la justice pour laquelle je me battais, et la sœur qui avait trouvé son courage au moment le plus important. Et parfois, tard le soir dans mon bureau, je sortais les lettres de mon grand-père et je me souvenais que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pourriez pas être, et d'utiliser ce succès pour aider les autres qu'ils auraient écrasés. J'avais construit une vie à partir de rien, prouvé ma valeur sans leur approbation, et veillé à ce qu'ils subissent les conséquences de leurs crimes. En fin de compte, c'était une victoire suffisante.